Soif de culture et d'artistes locaux, c'est avec Marie dans Sam Culture jusqu'à 13h sur Happiness. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi sur Happiness dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Aujourd'hui à la réalisation avec moi c'est Benoît qui est venu nous dépanner. Bonjour Benoît, tu vas bien ? Oui, vous ? Oh bah écoute, oui, mais on peut se tutoyer. Hein. Ah oui, c'est l'habitude. Bah écoute, n'hésite pas, tu vas voir, ça vient vite. Et puis moi, j'ai tendance à tutoyer tout le monde. Donc, n'hésite pas. Aujourd'hui, Benoît, nous recevons un habitué de Sam Culture. Ça fait combien ? 4 fois maintenant qu'il vient nous parler d'événements qui se passent à Amiens. C'est Pierre Stepanov, directeur du musée de Picardie. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Bonjour Marie, ça va et toi ? Bah écoute, ma foi, oui. Ça va bien, c'est bientôt l'heure de l'apéro. Donc, on va faire une émission apéro et culture avant le poulet frites du samedi midi, c'est parfait. Super. Pierre, tu es venu aujourd'hui nous parler d'un bel événement qui court déjà depuis un petit moment au musée de Picardie. C'est l'exposition Albert Maignan. Alors, qui est Albert Maignan ? Alors Albert Maignan, donc c'est un peintre qui a travaillé donc au temps de la Belle Époque. Donc c'est cette période de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, juste avant la Première Guerre mondiale, que l'on a surnommé ainsi la Belle Époque de manière rétrospective. C'est-à-dire après la guerre, on s'est représenté cette période de prospérité et d'enrichissement de la France avec une certaine nostalgie. Et il est bien vrai que du point de vue des arts, eh bien, c'est une période de création et de production d'une extrême intensité dans laquelle Maignan est venu trouver sa place. Alors, la Belle Époque, c'est une période, effectivement, tu nous le dis, après la guerre, on s'est dit « Ah là là, qu'est-ce qu'on était bien à cette époque-là » C'est une époque où on voit se développer plein de choses, les arts bien sûr, mais dans la société aussi plus largement. Oui, en fait, c'est la période d'installation de la Troisième République en France à partir de 1870. Et donc, on va avoir notamment un très grand développement industriel dans la France, le développement du chemin de fer, le développement des usines. Il y a des grandes richesses qui se créent. C'est aussi une période de développement du prolétariat en France, évidemment, de toute une classe ouvrière qui n'est pas forcément gagnante dans cette histoire. Mais la Troisième République s'efforce évidemment de définir un certain progrès social, et ça passe notamment, et ça va intéresser les artistes, par la construction de très nombreux bâtiments publics, des théâtres, des bibliothèques, des hôtels de ville, des églises, des gares, et tous ces lieux, eh bien, il faut les décorer, et on va appeler de très nombreux artistes, des peintres, des sculpteurs, pour contribuer à cela. Et ça, c'est un des aspects majeurs de la carrière de Maignan, c'est que c'est un très grand peintre décorateur de bâtiments publics. Alors, Maignan, pourquoi il est exposé au musée de Picardie ? Alors effectivement, on pourrait se poser la question si on regarde déjà son état civil, parce que c'est un natif de la Sarthe. Il est né à Beaumont-sur-Sarthe, il fait son lycée au Mans dans les années 1860, et puis son père l'envoie à Paris pour qu'il étudie son droit. C'est un fils de notaire, mais comme tu le sais sans doute, en ce temps-là, au 19e siècle, on envoie les jeunes gens faire leur droit ou leur médecine à Paris. Ce qu'ils veulent, c'est être soit poète, soit peintre. Et Maignan, ce qu'il voulait, c'était être peintre. Et donc, il a suivi sa muse, sa vocation, et il est devenu un artiste majeur, en fait, du Paris de ce temps-là, du Paris 1900. Donc voilà, c'est une carrière qui est tout à fait parisienne. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'un de ses tableaux, les Voix du Tocsin, un gigantesque tableau de plus de 5 mètres de haut, pour lequel il s'est donné beaucoup de peine, c'est 6 ans de travail pour lui, et qui présente à l'exposition universelle en 1889, celle qui a vu la construction de la Tour Eiffel. Eh bien, ce tableau rencontre un grand succès au salon, il est acheté par l'État et il est envoyé dans un musée qui venait d'aménager une salle gigantesque dans ses murs. Je veux parler en fait du grand salon du musée de Picardie. Il n'y avait pas tant de musées que ça, en fait, qui pouvaient accueillir de tels tableaux en ce temps-là. Donc, on envoie ce tableau à Amiens. Maignan arrive, il assiste au déroulement de son tableau, il fait des petits réajustements. Et en fait, il est très heureux par la réception que lui réserve le public, les édiles. Et à partir de là, il va s'attacher à notre ville, jusqu'à ce que, à sa mort en 1908, eh bien, il décide de léguer tout son fonds d'atelier
c'est-à-dire tous les dessins, toutes les esquisses, toutes les œuvres préparatoires à tous ces grands tableaux qu'il avait gardés avec lui pendant toute sa vie, donc tous ces brouillons, si tu veux. C'est une masse gigantesque de plusieurs centaines d'œuvres, à quoi il faut ajouter sa collection personnelle. C'est un grand amateur d'objets grecs, égyptiens, romains, mérovingiens. Eh bien, il nous a légué tout cela en 1908, ce qui fait de lui, en fait, le donateur le plus généreux de l'histoire de notre musée. Et donc, il était bien normal qu'on lui rende ce juste hommage. Il est venu plusieurs fois au musée de Picardie ? Il est venu à plusieurs reprises, effectivement, à tel point qu'il a même figuré au sein de la commission administrative du musée. Alors, il venait pas à chaque fois qu'elle se réunissait, mais il leur servait plutôt de membre correspondant à Paris. C'est-à-dire que dès que les membres de la commission à Amiens se posaient des questions, par exemple... on nous propose d'acheter un tableau à Paris dans une galerie, est-ce que vous pourriez aller le voir pour nous ? On aimerait bien acquérir un tableau de cet artiste qui a été présenté au salon. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher du ministère pour que le tableau soit envoyé chez nous ? Maignan jouait ce rôle d'entremetteur avec beaucoup de bienveillance à l'égard de notre musée. Ouais. Est-ce que c'était une star, Maignan, à son époque ? Eh ben, en fait, oui, on peut le dire. Ça peut paraître bizarre quand on voit ce personnage avec sa grande barbe et ses grandes moustaches et ses grands sourcils et sa redingote, mais en fait, il faut se replacer dans cette époque où, contrairement à aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, les artistes... les peintres, c'était un peu des superstars en fait en ce temps-là. Pourquoi ? Je pense qu'en fait, il faut un peu se placer dans cette époque qui est juste avant l'invention du cinéma. Et j'ai ce sentiment, tu vois, qu'au fond, les peintres, ils étaient peut-être aussi célèbres que les réalisateurs de films, en fait, aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les peintres, en fait, c'est d'abord des maîtres de l'image, si tu veux. Et les grandes images de ce temps-là, c'est la peinture juste avant l'émergence du cinéma. Donc oui, il était connu, il était célèbre, il avait ses entrées à l'Élysée, dans toutes sortes de grandes réceptions, dans des banquets. Et puis, tu sais, cette époque aussi, de la belle époque, c'est aussi le développement du marketing, comme on dit aujourd'hui, comme de la réclame, comme on disait à l'époque. Et donc, les producteurs d'objets achetés, de boissons, de vins, en fait, par exemple, avaient l'habitude de demander à des artistes de figurer sur des réclames publicitaires, d'écrire des petites phrases pour vanter les mérites d'un produit, tu vois. C'était des égéries, quoi, comme Vanessa Paradis pour Chanel. Tout à fait. Et donc, les peintres faisaient des petites dédicaces. Jules Verne a fait ça aussi à cette époque-là. Et donc, ils vendaient un peu leur image pour soutenir des produits, évidemment contre des petits émoluments, on s'en doute. Mais oui, on peut dire que c'était un artiste super connu et un peu une figure majeure de cette période. Et alors, comment on peut expliquer qu'il ne soit pas forcément resté à la postérité autant que d'autres, qu'un Toulouse-Lautrec ou que ces gens-là dont on connaît le nom, Maignan ? En fait, c'est vraiment... En fait, ce que tu mets en évidence, c'est cette espèce de disparité entre les artistes considérés comme très officiels, en fait, qui ont eu tous les honneurs à leur époque et qui ont été ensuite tout à fait effacés quand on s'est mis à redécouvrir plus massivement des artistes qui ont été davantage un peu mal aimés en leur temps. Alors, bon, Toulouse-Lautrec, c'est discutable parce que, bon, en même temps, il avait des très belles commandes, mais c'était pas un peintre officiel. Dans le genre beaucoup plus radical, on pense à Van Gogh, évidemment, qui a eu bien de la peine à vendre des toiles et qui a fini tragiquement. Donc en fait, si tu veux, il y a eu au XXe siècle une écriture de l'histoire de l'art qui a beaucoup insisté sur la notion d'avant-garde, en fait, dans lequel on a mis en avant des courants modernistes, les impressionnistes tout d'abord, les post-impressionnistes, les cubistes, tous ces mouvements d'avant-garde. Et donc cette manière de raconter l'histoire a eu un peu pour conséquence assez fâcheuse de considérer que tous les artistes qui faisaient pas partie de ces mouvements-là n'étaient pas forcément intéressants parce qu'ils étaient ringards en fait. Ouais, mais pourtant, alors dans une autre discipline, mais quand tu prends un Rodin, Rodin a eu beaucoup de commandes d'État, c'était quelqu'un de très installé, et puis lui, il est resté à la postérité. C'est vraiment des choix de ceux qui ont écrit l'histoire de l'art derrière. Il y a de ça, et tu vois, Rodin, il y a quand même une certaine modernité dans sa production. C'est quelqu'un qui s'autorise quand même des déformations anatomiques, une certaine expressivité dans le travail, dans sa manière de travailler le matériau aussi. Donc je pense plutôt, voilà, tu vois, à ces artistes qu'on sollicitait...
pour peindre le décor d'une gare, pour peindre le décor d'une église, d'une salle des mariages. Tout ça, on y a vu un peu quelque chose de très officiel et finalement de pas forcément très spontané. Et en fait, depuis une trentaine d'années, au fond, depuis l'ouverture, la création du musée d'Orsay, on s'efforce en histoire de l'art d'avoir une vision beaucoup plus horizontale de la production d'une époque. Et donc, on s'intéresse un petit peu à tout ce qui était produit en ce temps-là. Par exemple, c'est très intéressant de s'intéresser à des peintres comme Maignan parce que la grande majorité des gens, les classes populaires, ce qu'ils voyaient quand ils allaient dans des lieux publics, c'était pas des tableaux impressionnistes, c'était des tableaux de Maignan. En fait, la peinture impressionniste, elle restait un peu dans des salons de la bourgeoisie. La majorité des gens, ce qu'ils connaissaient, c'était ces peintres dits académiques, officiels, qui composaient finalement la partie la plus immédiate et la plus accessible de la peinture. Donc rien que pour ça, tu vois, on se rend compte que c'est très intéressant de les redécouvrir. Et on se dit finalement aussi, quand on regarde l'agenda de ces artistes, on voit que par exemple entre Claude Monet, Pissarro et Maignan, si tu veux, tous ces gars-là, ça leur arrivait de manger ensemble dans des repas, tu vois. Donc l'histoire de l'art les distingue. Mais tout ça, c'était un monde qui se connaissait. Ils avaient chacun leurs options, leur manière de peindre, mais ils composaient tous en fait le paysage global d'une période. Et donc, des peintres comme Maignan qu'on redécouvre, c'est comment dire, ils sont plus le reflet de leur époque que les impressionnistes en soi. C'est un peu paradoxal parce qu'en même temps, les impressionnistes, tu vois, ils peignent complètement leur époque aussi. Les hommes et les femmes en redingote et en crinoline, les boulevards, les gares, les grands magasins, le théâtre, tout ça, c'est des lieux, les sorties balnéaires, tu vois, en Normandie. Ça, en un sens aussi, c'est peut-être les impressionnistes qui regardent plus leur époque. Et puis les peintres académiques, eux, ils restent dans cette tradition qu'ils considèrent comme étant toujours pertinente. Par exemple, de représenter des grands sujets du Moyen-Âge, de l'Antiquité, mais en même temps d'exalter aussi des sujets d'un imaginaire un peu fou. C'est le cas de Maignan, tu vois, quand il peint le plafond de l'Opéra Comique. C'est une des commandes qu'il a reçues à Paris, donc le théâtre de l'Opéra Comique. Il peint le plafond du foyer, et donc il va représenter cette idée complètement délirante, complètement onirique, de représenter 7 personnages dans le ciel en train de voler, de jouer avec des cordes, d'agiter des cloches. Et en fait, ces cloches, ça représente les 7 notes de la gamme, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Et ces cordes, en fait, c'est les portées d'une musique. Et il y a une clé de sol dans le ciel, et puis il y a des oiseaux. Enfin, c'est complètement délirant, tu vois. Et c'est vraiment une idée qu'il a eue dans sa tête, et ça donne un décor assez génial qui met en forme l'idée de la musique, mais qui le met en couleur et en peinture. Donc finalement, en fait, chacun exprime quelque chose de son époque, tu vois. Les impressionnistes, c'est plus un regard sur leur temps. Un peintre comme Maignan, c'est plus peut-être des fantasmes de cette époque, tu vois. Et tout ça s'interpénètre. Donc, ce qu'on peut dire, à t'entendre, c'est que c'est pas parce que c'est un peintre officiel ou académique que les sujets sont officiels, académiques et un peu rébarbatifs, quoi. Ah oui, tout à fait. Si on l'entend comme ça c'est clair. C'est un artiste, c'est vraiment un inventeur. C'est très, très étonnant. Il a une production de sujets historiques que, au premier abord, on pourrait regarder comme un peu traditionnels. En fait, si on regarde bien les sujets, il les traite parfois avec pas mal de désinvolture, beaucoup d'invention, parfois beaucoup d'humour aussi. Il y a parfois un côté un peu parodique dans ces tableaux qui représentent les rois et les reines du temps jadis. C'est aussi un artiste qui a des aspects tout à fait très intimes, en fait, qui peuvent nous parler beaucoup dans l'exposition. On montre par exemple tous les petits tableaux, des petits tableaux qu'il peignait pour son plaisir pendant ses voyages aux 4 coins de l'Europe. C'est des petites peintures sur panneaux qu'il peignait en 1 heure à peine. Ça, c'est des choses absolument merveilleuses, d'une fraîcheur incroyable, qu'on a restaurées pour l'occasion. Et ça, qu'est-ce qu'on voit là ? On voit juste quelqu'un qui aime peindre et qui, pendant les vacances, quand il quitte son atelier où il peint ses énormes tableaux, qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Il a envie toujours de faire des tableaux, mais des petits tableaux pour lui, pour se faire plaisir. Donc ça, en fait, il y a toutes sortes de choses dans cette exposition et je pense que ça peut parler à pas mal de monde. Bien, on va continuer à parler de l'exposition Maignan et plus précisément, effectivement, des pièces que l'on peut trouver dans cette exposition. Juste après ce petit intermède musical, restez avec nous sur Happiness.
Nous sommes toujours sur Happiness dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. À la réalisation ce midi avec moi Benoît. Bonjour Benoît. Et rebonjour. Rebonjour, tu vas toujours bien ? Toujours bien. Tu te bats pas avec les micros Benoît ? Ah non. Non, pas du tout. Ok. Autour de la table avec nous ce midi, le directeur du musée de Picardie, Pierre Stepanoff. Bonjour Pierre. Bonjour Marie. Tu nous parles, Pierre, de l'exposition Albert Maignan, ce peintre de la Belle Époque. Donc tu nous as un peu raconté ce qu'était la Belle Époque et puis un peu aussi qui était Maignan. Donc on le disait, c'était en fait une star à son époque. Qui a peut-être été un peu injustement oublié comme d'autres, j'imagine, par l'histoire de l'art. Alors Pierre hoche la tête en signe affirmatif et hausse les sourcils, donc il doit y en avoir un certain paquet. Alors il a été oublié, mais si je ne me trompe, à Amiens, le boulevard Maignan-la-Rivière, c'est en référence à Albert Maignan. Oui, tout à fait. En fait, il faut croire que les artistes parfois sentent ce qui peut arriver dans le futur et peut-être aussi sentent les caprices du goût qui peut tourner un peu contre eux. Et c'est sûr que s'il y a une ville où on n'a jamais tout à fait oublié Maignan, c'est la ville qu'il a choisie pour préserver sa mémoire, c'est-à-dire d'abord et avant tout pour préserver son œuvre. Lorsqu'il a choisi de léguer sa collection et son fonds d'atelier à notre ville en 1905, et ça a été effectif ensuite à la suite de son décès en 1908, eh bien on lui a rendu hommage, notamment en créant en baptisant un boulevard de son nom et de celui de son épouse, donc Maignan-la-Rivière. Pourquoi la rivière ? Parce que c'est son épouse tout d'abord qui a veillé à honorer ce legs. Elle lui a survécu pendant 40 ans. Donc il a fallu qu'elle inventorie toute cette collection. C'est un travail énorme. Et d'autre part, parce qu'elle-même, elle était fille... Alors, elle avait elle-même une pratique artistique. Elle faisait du pastel et de la broderie. Et elle exposait aux côtés de son mari au Salon des artistes français. Et puis, d'autre part, c'était la fille d'un peintre aussi. Et donc, quand elle s'est occupée de transférer les œuvres de son mari au musée, elle a décidé aussi de transférer les œuvres de son père au musée, ce qui fait que nous avons le fonds Maignan et nous avons le fonds La Rivière, donc vous pouvez peut-être dans quelques années espérer une exposition pour découvrir un autre artiste, Charles-Philippe Larivière, totalement oublié lui aussi et absolument formidable. Et qui était une star aussi à son époque. Ouais, pas mal, pas mal. Et qui pour le coup, donc du coup n'était pas amiénois non plus. Non plus. Rien Tout ça, à tu voir. vois, c'est un concours de circonstances, ouais. Alors, donc, il est décédé jeune. Assez, il est mort à 62 ans et c'est vrai que il est né en 1845, il meurt en 1908. C'est vrai que quand tu regardes son agenda et le rythme de sa production, quand tu regardes le catalogue de son œuvre, le rythme de production est monstrueux. C'est absolument colossal. C'est un bourreau de travail. Il enchaîne des productions, des tableaux gigantesques. L'exemple qui m'a le plus surpris en préparant l'exposition, c'est une gigantesque composition qu'il peint pour décorer un pavillon de l'Expo universelle en 1900, un pavillon qui n'existe plus, qui se trouvait entre la Tour Eiffel et l'école militaire à Paris sur le Champ de Mars. On lui commande une composition qui fait 6 mètres par 30. 6 mètres par 30 mètres. Pour orner un pavillon, tu vois, une grande salle circulaire. Okay. Et ça, il le fait en 6 mois. Donc, c'est quand même délirant, tu vois. Il a des assistants, il a des aides, mais il faut quand même tenir le rythme, il faut tenir ses engagements, ses commandes. Et il faut ajouter à ça aussi la vie sociale qu'avait un artiste comme ça. C'est-à-dire qu'on travaille dans l'atelier, d'accord, bon, avec les élèves qui aident, super. Mais en fait, quand le soir tombe sur Paris, là, il faut aller à des banquets, tu vois. Il faut aller s'investir dans des associations aussi. Il y a des associations qui défendent les intérêts des artistes. Les artistes s'organisent eux-mêmes, ils organisent eux-mêmes le salon. C'est ce qu'on appelle la Société des artistes français. Lui, c'est un membre très impliqué là-dedans. Il est dans le conseil d'administration, il est membre du jury. Il est également membre de la Société de défense des artistes, qu'on appelle la Fondation Taylor. C'est une fondation qui s'organisait pour aider les artistes, notamment les artistes pauvres. Donc voilà, c'est un peu un principe de cotisation, quoi. Lui, il va devenir président de cette association à la fin de sa vie. Donc c'est un homme très impliqué dans son époque, qui fréquente, qui a ses entrées à l'Élysée, qui a ses entrées à Quai d'Orsay, qui était très impliqué aussi dans
ce qu'on appelle les dîners de la marmite. Alors ça, c'était des grands banquets qu'organisait au Palais Royal tout un ensemble d'hommes politiques, d'écrivains, de peintres, d'artistes qui étaient tous un peu de sensibilité un peu de gauche, en tout cas très attachés à la défense de la République. Et c'est un lieu où se réunissaient notamment toutes ces personnalités autour de l'affaire Dreyfus. Et Maignan était beaucoup impliqué là-dedans. Donc tout ça fait que quand tu vois sa photo quand il a 62 ans, il a l'air très fatigué, le pauvre. Oui, j'imagine. Puis, en fait, tout ce que tu racontes, c'est du réseautage de l'époque pour aussi aller chercher des commandes officielles. Parce que là, un tableau dans un pavillon d'expo, c'est une commande officielle, une commande d'État. Absolument. Et voilà, tu vois, son premier succès au salon, ça a lieu en 1874. Donc, il a 29 ans. Et à partir de là, c'est fini. Il faut toujours rester au top. Et pour ça, il faut évidemment produire, mais aussi il faut réseauter. Parce qu'il n'y a rien qui arrive plus vite que le fait qu'on se lasse de ce que tu fais, quoi. Et donc, ça a été ça toute sa vie. Et puis qu'il y en ait un qui soit plus proche ou exactement. Voilà, et qui décroche à la place les commandes. Exactement. Et là, exactement. Voilà, ça peut devenir compliqué économiquement, quoi. Ouais. Et en fait, on sait beaucoup de choses sur lui, sur ses réseaux, sur ses stratégies, grâce à son journal. En fait, il a tenu un journal intime en 14 volumes manuscrits qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France. Et ça, c'est une source absolument hallucinante pour comprendre en fait ce que c'est que la vie d'un artiste, en tout cas d'un artiste de ce genre-là, tu vois, grand artiste qui a réussi, qui vit dans un bel hôtel particulier à Paris, collectionneur, amateur, qui fréquente des réseaux, qui est proche des politiques et tout. Tu comprends complètement comment fonctionne la vie d'un artiste en ce temps-là. Par exemple, il te raconte comment, en peignant son tableau Les Voix du Tocsin, il a des doutes, il n'est pas sûr de lui, le salon approche. Donc il va faire venir tous ses copains artistes, ils vont défiler dans son atelier pour lui donner son avis. Par exemple, Puvis de Chavannes vient, etc. Ils échangent. Et alors, il écrit son angoisse avant l'arrivée de chacun des artistes. Et ensuite, leur réaction. Ah oui, il a dit ça. Bon, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a bien aimé ou qu'il a trouvé ça nul ? Je comprends pas et tout. C'est un artiste qui se pose beaucoup de questions. Et il est d'une sincérité assez extraordinaire dans ce journal intime qui est un document incroyable. Et que vous avez, j'imagine, l'équipe du musée consulté avant de construire l'expo. Ouais, tout à fait. C'est une source super parce que, en fait, il faut imaginer quand tu commences une exposition comme ça, d'un côté, tu as une pile d'œuvres. Il y en a que tu connais, que tu reconnais, qui sont signées, datées, bon voilà. Et puis il y en a d'autres, c'est des dessins préparatoires d'une figure dans un grand tableau. Donc il faut retrouver, mais de quel tableau il s'agit. Certains de ces tableaux, en fait, on ne sait pas où ils sont. Parfois, on ne sait pas à quoi ils ressemblent, mais on a des dessins préparatoires qui ont l'air de correspondre à quelque chose. Bon, à côté de ça, tu as le journal, où là aussi, tu as plein d'informations. Donc d'un côté, plein d'œuvres. De l'autre, plein d'informations. Si tu ajoutes à ça la presse de l'époque aussi, qui est extrêmement abondante. C'est vraiment l'âge d'or. Hein. Et tout ça est numérisé aujourd'hui, donc consultable. En fait, tu as ces trois sources, les œuvres, son journal intime et la presse. Et il faut croiser tout ça pour reconstituer une carrière. Et ça, c'est ce qu'a fait la commissaire scientifique de notre exposition, qui s'appelle Véronica Lemani, qui a été directrice du musée de Picardie de 1979 à 1983, et qui est la première, en fait, à s'être intéressée à ce peintre à une époque où le musée n'était pas comme aujourd'hui, où les fonds n'étaient pas bien classés, les choses n'étaient pas claires du tout. C'est elle la première qui a essayé de mettre en ordre les choses. Et donc, ça fait depuis toutes ces années qu'elle travaille sur le peintre, et c'est grâce à elle, grâce à son travail, qu'aujourd'hui on peut présenter cette exposition. Parce que du coup, faire une expo comme ça, c'est un vrai travail d'enquête. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'aspect scientifique de notre travail, hein, c'est-à-dire toute la dimension recherche, en fait. Nous, on transmet des connaissances dans cette exposition, mais ces connaissances, c'est le fruit de recherche. C'est-à-dire, on n'a pas ouvert un livre où il y avait tout sur Maignan. En fait, ce livre, c'est nous qui sommes en train de l'écrire, et on va publier tout prochainement un gros livre sur l'artiste, dans lequel on pourra un peu tout savoir. Ah, super! Ce sera un peu le catalogue de notre exposition. Alors, il sort hyper en retard, mais en fait, c'est parce qu'on avait tellement de choses à dire que ça a pris plus de temps que prévu. Et effectivement, le livre parle de plein d'autres aspects qui ne sont pas forcément visibles dans l'exposition. Par exemple, tout ce dont je t'ai parlé sur la vie sociale et les réseaux de ce peintre, c'est tout aussi
pour l'histoire sociale, c'est tout aussi intéressant que les tableaux en eux-mêmes. Alors, en attendant la sortie du livre, il y a quand même beaucoup de pièces dans cette expo. Oui. Plus de 350 pièces à venir voir. Mais c'est pas que des peintures. Alors, tu nous as parlé de dessins préparatoires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors écoute, il y a aussi des gravures, parce que Maignan a eu tout un travail d'illustrateur pour des livres. Pareil, en ce temps-là, c'est l'âge d'or du livre, et puis tu sais, c'est l'âge d'or aussi des livres d'étrennes et des premiers prix qu'on donnait aux bons élèves. Et en ce temps-là, on faisait des beaux livres assez luxueux comme ça, et on sollicitait les peintres de l'époque pour qu'ils donnent des illustrations dans ces livres. Donc Maignan a contribué à ça. On voit aussi dans l'exposition des dessins préparatoires pour des vitraux. Alors on n'a pas pu déplacer des vitraux, parce qu'ils sont toujours en place, tant mieux. J'ai envie de dire, mais Maignan a donné des modèles aussi pour des vitraux. Par exemple, il y a une église à Paris, Saint-Philippe-du-Roule, où on peut voir des vitraux de Maignan. On présente aussi des cartons de tapisserie qui nous sont prêtés par les Gobelins, par le Mobilier National, parce que Maignan aussi à 3 reprises a reçu des commandes pour donner des modèles qui ont ensuite été tissés par des lissiers dans la fameuse manufacture des Gobelins qui existe encore. Aujourd'hui, on produit encore de la tapisserie. Donc oui, c'est quelqu'un qui avait cette espèce de... Voilà, à la fois une passion, un amour pour la peinture, mais aussi qui était fasciné par toutes les autres manières de produire des images, quoi. C'est quelqu'un qui adorait produire des images sur tous les médiums possibles. Et puis qui j'imagine, s'adaptait en fait à ce qu'on lui demandait. On lui disait, tiens, tu vas faire une tapisserie. Il disait pas, non, je sais pas faire, quoi. Mais en fait, ça, c'est un phénomène assez classique. C'est-à-dire que quand on fait une tapisserie, en fait, on demande à un peintre de fournir un modèle qui est ensuite transposé par des lissiers. Donc, c'est pas Maignan qui a fait le tissage, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que quand tu fais une tapisserie, tu peux pas strictement faire comme un tableau. Il y a des règles à respecter. Par exemple, il faut pas multiplier les plans en profondeur, parce que sinon c'est pas très lisible. Il vaut mieux privilégier des figures assez monumentales, vues de face, et pas faire des paysages très compliqués derrière, tu vois. Et ça, par exemple, on le sait, et on le voit dans l'exposition d'ailleurs. Le premier carton de tapisserie de lui qu'on montre, il a fait un truc hyper compliqué. C'est une commande pour le tribunal de commerce de Paris, c'est une allégorie de la justice, tu vois. Donc tu vois une femme comme ça qui tient une balance, à côté d'elle il y a le dieu Mercure, le dieu du commerce. Il a fait un truc hyper compliqué, je pense que les lissiers en ont bavé à mort pour faire ça. Et après tu vois la commande qui vient après, donc une commande pour la chambre de commerce de Saint-Étienne, où tu vois des femmes en fait qui représentent les produits de l'industrie de la ville. Donc il y a une femme qui représente le verre, une qui représente le fer, le charbon et la soie. Et alors là, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus lisible. C'est une femme qui se dégage sur un ciel bleu avec des très belles bordures de fleurs. Et là, je pense que les lissiers ont beaucoup plus apprécié. Donc on le voit en fait s'approprier des médiums et mieux comprendre en fait leur logique. Mais il a certainement dû avoir un retour des ouvriers qui lui ont dit écoute t'es gentil mais là c'est un peu complexe, quoi. Voilà, mais au début il raisonne comme un peintre en fait et après il comprend les règles de chacun des médiums. On va continuer tout de suite à parler d'Albert Maignan et de sa production avec toi Pierre, directeur du musée de Picardie. Juste après ce petit interlude musical, restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. Nous sommes toujours ensemble sur Happiness dans votre émission Sam Culture. L'émission où on parle de culture avec des gens passionnés et passionnants. Ce midi à la réalisation avec moi c'est Benoît. Bonjour Benoît. Rebonjour. Tu vas toujours bien? Toujours bien. Et nous recevons Pierre Stepanov, directeur du musée de Picardie, qui est venu nous parler de l'exposition Albert Maignan, donc le même Maignan que le boulevard Maignan-la-Rivière à Amiens. Et Pierre, tu nous expliquais que ce peintre de la belle époque, donc on est juste avant la Première Guerre mondiale, dans des années joyeuses, fastes, en tout cas pour l'Europe, où il y a plein de choses qui se développent, notamment les arts. Donc il y a beaucoup de production artistique. Et l'histoire a un peu oublié les peintres dits officiels et académiques, comme Maignan. Donc là, cette exposition, c'est une exposition qui a été faite pour le musée de Picardie, j'imagine, qui a été construite par et pour le musée de Picardie. Tout à fait. Mais qui va aussi être présentée en seconde étape au musée du Mans, d'ailleurs, si
certains d'entre vous ratent cette exposition. Bon, vous avez jusqu'au 4 janvier, donc normalement, bon, vous êtes quand même censé la voir. Mais si jamais, voilà, printemps et été prochain, en 2026, vous pourrez la voir au musée du Mans, puisque c'est un peu sa patrie qui a voulu aussi lui rendre hommage. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, quand même, c'est que Maignan, il est visible un peu partout à Paris. Si on passe la porte... on peut voir des peintures de lui, par exemple, je disais, à l'Opéra Comique. C'est tout près des grands boulevards. C'est assez facile d'accès, hein, même en dehors des spectacles. Je pense qu'il y a des moments où on peut tout à fait visiter cet endroit magnifique, hein, rempli de peintures. Il y a la brasserie du Train Bleu, donc à la gare de Lyon, où on peut voir ces extraordinaires peintures. Et si on n'a pas forcément envie de se faire un tourne de Rossini, on peut quand même franchir la porte. Les gens du restaurant sont très contents de montrer les plafonds et les décors, et on voit des choses magnifiques de Maignan et de tous les artistes de son temps. Il y a cette église Notre-Dame de Consolation qui est tout près du Grand Palais, qui a été construite sur les cendres du terrible incendie du bazar de la Charité, une catastrophe qui a défrayé la chronique, un incendie qui a causé 125 morts en 1897. Maignan a peint la coupole de cette église, un truc, décor assez virtuose. Alors aujourd'hui, tout sale, parce qu'il y a un siècle de cierge, en fait, si tu veux, de saleté. Ouais, la suie, exactement. Mais qui va être restaurée de manière imminente. Là, les travaux ont commencé pour l'extérieur de l'église. Bientôt, ça va être restauré à l'intérieur. Ça va être un endroit fascinant à redécouvrir aussi. L'hôtel de ville de Paris aussi, qu'on peut visiter pendant les journées du patrimoine. Bon, ça, cet endroit-là, c'est comment on pourrait dire ? C'est le panthéon des peintres de la Belle Époque. Là, pour le coup, il y a tout le monde. Tout le monde s'y est mis dans tous ces salons complètement délirants. Ça vaut vraiment la peine d'être visité. Et il y a notamment du Maignan parmi tous les artistes qui ont travaillé dans ce décor. Alors, en attendant de faire une escapade parisienne à la recherche de Maignan, on peut donc venir au musée de Picardie. Tu nous expliquais que l'expo, c'est bien sûr, on présente des œuvres. Donc, il y a des dessins. Il y a des peintures, bien sûr, des esquisses pour vitraux. Il y a beaucoup de choses. Mais au-delà de ça, c'est une enquête sur la vie aussi, la sensibilité de ce peintre. Comment tu décrirais son style, à part ce côté, effectivement, académique? Comment on peut le décrire, le style de ce peintre? Franchement, j'ai envie de te dire... on a très envie de dire touche à tout, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vraiment voulu faire ressortir dans l'exposition, c'est-à-dire l'ampleur de son imaginaire, l'ampleur des thèmes qu'il aborde, l'ampleur des médiums, tu l'as dit, qu'il mobilise, l'ampleur des genres artistiques, hein. C'est à la fois, il fait du paysage, il fait évidemment de la scène d'histoire, il fait de l'allégorie. Il fait de l'allégorie parfois très contemporaine, hein, le tableau de la Muse verte, qui représente un personnage très contemporain, un poète, quoi, le cerveau torturé par une muse vénéneuse qui en fait incarne l'absinthe. Et le tableau évoque donc l'addiction à l'absinthe dans les milieux culturels, en fait. Hein. C'est ce que représente ce tableau. Donc voilà, touche à tout. Et puis pareil au niveau des registres, hein, ça peut être un peintre de sujets hyper tragiques, super violents, et au contraire des scènes très gaies, très joyeuses, avec des couleurs suaves, sucrées, plaisantes, des jolis oranges, des jolis violets, des jolis bleus turquoise, tu vois. Donc, ça peut sembler être une réponse un peu facile de dire ce qui caractérise son style, c'est de les avoir tous, mais franchement, pour ce peintre, je trouve que c'est hyper vrai. Alors du coup... quand on visite, parce qu'il y a 350 œuvres exposées à la louche, mais en fait, c'est pas 350 fois la même chose. Je caricature, mais on va dans des univers différents avec le même homme, en fait. Tout à fait. En fait, pour te faire à grands traits un peu ce qu'on voit dans l'expo, on a une première salle assez attachante où on voit ses débuts, donc vraiment quand il est tout jeune homme, 17, 18, 19 ans, où il crayonne dans les rues du Mans, dans les rues de Paris, où il dessine le vieux Paris pittoresque qui est en train de disparaître en ce temps-là à cause de la construction du Paris du baron Haussmann, tu vois. Donc on l'imagine avec son petit crayon, son petit carnet. Il fait aussi des petites esquisses dans des églises, des choses qu'il trouve belles, tu vois, des constructions comme ça en plein air. Puis ses voyages en Espagne. Ensuite, on découvre ces très grands tableaux
d'histoire qu'il a montré au salon, donc des tableaux monumentaux. Nous, on a voulu jouer un peu dans la scénographie sur des effets de surprise. C'est-à-dire une salle où tu vas voir plein de petites choses, puis tout à coup, tu arrives dans une salle où tu vois des trucs énormes. Tu vois, ça, c'est intéressant de montrer que l'artiste, il joue entre les deux et de surprendre le visiteur. De temps en temps, on fait dialoguer aussi littéralement une peinture avec son dessin préparatoire. Donc le visiteur, il peut vraiment voir un peu comment l'artiste a tâtonné, hésité, repris, abandonné. Ensuite, on voit ces petits tableaux de voyage, ces petites peintures qu'il réalisait pour se faire plaisir quand il se baladait à travers l'Europe. Donc ça, vraiment la part intime de son art, les choses qu'il gardait pour lui. On découvre des décors également qu'on évoque, le décor de cette église Notre-Dame de Consolation, les décors du Train Bleu, les décors de la Chambre de commerce de Saint-Étienne. Et ça nous permet d'évoquer aussi son regard sur le monde du travail de son époque, tu vois, le travail à la campagne, le travail ouvrier sur lequel il pose également un regard, qui va étudier, documenter à Saint-Étienne pour ensuite en faire ses allégories complètement folles. On s'intéresse aussi à son goût pour les fleurs, parce que c'est un peu un peintre jardinier aussi, qui prenait beaucoup soin de son beau jardin dans sa villa en Val d'Oise à Saint-Prix. Il peignait des tableaux de fleurs, des énormes études où les fleurs sont représentées 5 fois plus grandes que la normale. Il y a un truc hyper original qu'on montre aussi, c'est des études de fonds marins, c'est-à-dire des peintures qu'il a réalisées dans des aquariums. Il a fait des natures mortes, si tu veux, où tu vois des algues flottantes, des anémones, des oursins, des étoiles de mer, des poissons. C'est hyper original, en fait. Il fait des tableaux qui se passent sous l'eau, quoi. Et en fait, c'est un peu le premier peintre qui ait jamais fait ça, parce qu'il a eu une fascination pour l'étrangeté de la faune et de la flore marine. Et en fait, en ce temps-là, il y avait déjà des aquariums monumentaux, tu vois. Il peint des méduses également. Et c'est vrai que, picturalement, une méduse, c'est super beau, tu vois. Donc, il a voulu faire ce genre de choses. Et puis, on a une section aussi sur la question de la vie moderne. Tu vois, il a fait aussi des tableaux qui montrent les classes bourgeoises, notamment les femmes, dans les occupations du monde contemporain. Donc, il y a le théâtre, les loisirs balnéaires, la Côte d'Azur, la lecture dans le salon, le thé sur la terrasse, tu vois, enfin tout ce monde un peu très représenté par les impressionnistes, auquel lui aussi il s'est intéressé. Et puis je ne parle pas aussi des cartons de tapisserie qu'on montre, etc. On a eu plein d'institutions en fait qui nous ont prêté pour cette exposition. On montre énormément de choses du fond d'atelier, et ça c'est hyper important pour nous. C'est plein de choses qu'on sort de réserve. Il y a peut-être plus de 150 œuvres qu'on sort de nos réserves, mais on a aussi plus de 70 prêts d'institutions publiques, donc le musée d'Orsay, bien sûr, le musée de Lille, de Reims, de Rouen, de Saint-Étienne. Le Mobilier National nous a prêté aussi, donc on a le musée d'Angers, le musée du Mans également, donc le musée Carnavalet à Paris. Donc on a vraiment été soutenu par ces institutions. Ça c'est quelque chose qui est toujours vraiment génial dans les musées, c'est que quand pour la première fois il y a une grande exposition sur un peintre qui n'a jamais eu son exposition, qui n'a jamais eu son catalogue, son gros livre, on se prête beaucoup entre musées, parce que c'est important que le tableau qu'il y a dans ton musée, il soit dans la grande rétrospective sur ce peintre. Donc l'exposition, elle va partir au Mans après. Elle est sur Amiens jusqu'au 4 janvier. Elle est à pas manquer. Tu nous disais qu'il y a déjà eu à peu près 30 000 visiteurs autour de cette expo. C'est une expo aussi où il y a des visites un peu thématiques qui sont organisées. Ouais. Alors, tu sais, vu que on va pas laisser passer l'heure, tu vas nous en parler tout de suite après ce petit intermède musical. Restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. Vous êtes toujours sur Happiness dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Et ce midi, nous parlons peinture avec Benoît à la réalisation. Et bonjour. Rebonjour Benoît. Et avec Pierre Stepanov, directeur du musée de Picardie, qui est venu nous présenter l'exposition Albert Maignan, du nom de ce peintre de la Belle Époque. Alors c'est une expo toute neuve, inédite, qui a été créée par et pour le musée de Picardie et aussi le musée du Mans, chez qui elle partira ensuite. Tout à fait. Des mois de travail, des mois d'enquête pour faire revivre ce peintre un peu injustement oublié.
des livres d'histoire, en tout cas des livres d'histoire de l'art, ceux qui sont grand public, parce que j'imagine quand même qu'il n'était pas complètement tombé dans l'oubli. Non, en effet, pas complètement. On le trouvait mentionné précisément dans des catalogues, dans des expositions qui avaient commencé justement assez tôt, dès les années 70, qui avaient commencé à s'intéresser justement à ces peintres oubliés. Alors, Maignan, il a légué son fonds d'atelier, tout ce qui lui restait, donc ce qui n'a pas été vendu en fait, ce qu'il n'a pas vendu. Et dans ce fonds d'atelier, en tout cas dans ce qu'il a légué, il y a aussi un certain nombre d'objets. Tu nous le disais en introduction, des objets de son cabinet qui ramenait de ses voyages. Ça fait un peu cabinet de curiosité tout ça. Absolument. Maignan, c'est un très grand peintre, c'est aussi un très grand collectionneur. C'est quelqu'un qui a une passion pour l'objet en fait. D'ailleurs, ça se sent dans ses tableaux. Vu que on le voit dans ses tableaux d'histoire, il essaye, tu vois, de t'emmener à l'époque des Mérovingiens, de t'emmener en l'an 1000, au temps des chevaliers, etc. On voit que dans ses compositions, il fait toujours très attention à placer des objets qui créent un effet de réel, qui te donnent l'impression d'y être. Et ça, ce goût pour l'objet, ça va le conduire à devenir lui-même collectionneur. Et donc, on sait en fait qu'il se positionnait très régulièrement dans des ventes publiques à Drouot. En fait, il devait sûrement y aller un peu tous les jours. Et il a accumulé une masse absolument incroyable d'objets de tout genre. Et donc, on a des photographies très spectaculaires où on le voit dans son atelier. Donc, en fait, si tu veux, son atelier, il se trouvait dans un grand immeuble au 1 rue La Bruyère, donc juste à côté de la place Saint-Georges. À Paris. À Paris, ouais, tout à fait. Et en fait, tout en haut, on le voit d'ailleurs quand on passe devant cet immeuble, il y a une énorme verrière, tu vois. Donc on voit que c'était l'atelier du peintre. Et là-dedans, en plus, voilà, des chevalets pour mettre les toiles. En fait, c'est là qu'il mettait son bric-à-brac. Donc, il y avait des vitrines dans lesquelles il entreposait, d'une manière d'ailleurs assez arbitraire, en tout cas pas d'une manière historienne, mais d'une manière esthétique. Il mettait côte à côte des objets. Alors, ça pouvait être des petites terres cuites grecques de l'Antiquité. Ça pouvait être des pièces d'orfèvrerie ou des émaux cloisonnés du Moyen-Âge. Ça pouvait être des objets, une tête de Bouddha, une sculpture romaine, un petit dieu égyptien, des étendards du XVIIe siècle, une chaise à porteur même qu'on voit sur les photographies, dans lesquelles il mettait ces objets mérovingiens, tu vois. Donc il y a une espèce d'arbitraire surréaliste, tu vois, assez formidable. C'est quelqu'un qui vivait comme ça, entouré de beauté, entouré d'objets rares, étranges, qui se plaisait à les regarder, à les s'observer, à en tirer, on imagine, quelque chose pour ses propres productions. Et la conséquence de tout ça, c'est que Maignan, il nous a aussi légué cette extraordinaire collection qui aujourd'hui est répartie tout au fil de notre parcours, que ce soit dans les salles égyptiennes, dans les salles grecques, dans les salles romaines, dans les salles médiévales. En fait, si le visiteur s'amuse à regarder sur le cartel d'où vient l'œuvre, parce que c'est toujours écrit d'où viennent les œuvres, en fait, on va vraiment halluciner de voir le nombre de fois où il y a marqué « Legs Albert Maignan ». Alors peut-être pour expliquer un peu aux gens, c'est pas des reproductions, c'est des vrais objets issus de fouilles archéologiques, parce que à l'époque, l'archéologie fait un bond phénoménal, deuxième partie du 19e siècle. On pense à la découverte, notamment, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est à peu près l'époque de la découverte de la tombe de Toutankhamon. C'est un petit peu après Toutankhamon, 22 je crois, 1922, j'ai un doute. Mais on est complètement là-dedans. Mais on est dans une époque où il y a des expéditions internationales qui partent en Égypte, en Grèce, ça fouille de partout. Et à cette époque-là, on n'envoie pas forcément toutes les trouvailles directement dans les musées. C'est pas comme ça que ça se passe. Tu peux nous expliquer peut-être ? En fait, il y a effectivement tout un marché. Il y a des amateurs. D'ailleurs, c'est pas forcément toutes les acquisitions sont pas forcément faites de manière illégale, loin de là. Il y a aussi, par exemple en Égypte, il y a aussi des fouilles organisées par des Égyptiens qui vont vendre ensuite les objets. Donc il y a un marché effectivement qui se met en place.
Et Maignan, il s'intègre pleinement là-dedans. Alors par contre, il y a une petite histoire qui est assez amusante et qui, là, pour le coup, n'est pas tout à fait légale. Mais bon, il faut dire que la loi n'était pas super claire non plus en ce temps-là. En fait, pas loin de sa villa, à Saint-Prix, donc dans le Val d'Oise, dans la ville d'Ermont, donc la municipalité décide de reconstruire l'église qui est au centre du village. Donc voilà, on abat la vieille église et donc on en profite pour faire des fouilles archéologiques. Donc l'archéologue du département vient. Donc on commence à faire des fouilles. Maignan est hyper intéressé, donc il est juste à côté, il vient voir ça. Et donc on découvre en fait toute une nécropole mérovingienne et carolingienne avec des tombes, avec tout un mobilier, des bijoux, des boucles. Tu sais, des boucles, ces objets mérovingiens qui reviennent tout le temps, des boucles à ceinture, des boucles à tunique, de la vaisselle, de la poterie. Et donc Maignan va proposer en fait, ah oui, et aussi des fragments de sarcophages aussi, voilà. Et donc Maignan va proposer de peindre 3 tableaux pour cette nouvelle église qui va être construite après les fouilles, et en échange de récupérer tout le produit de la fouille. Et donc il y a un deal qui se fait, qui est accepté. Et donc aujourd'hui au musée de Picardie, on présente, en écho à l'exposition Albert Maignan, eh bien on présente une exposition dossier dans le sous-sol consacrée à l'archéologie. Une exposition dossier qui parle du goût de Maignan et de sa pratique de l'archéologie, et on montre tous ces objets issus de cette fouille. Ben oui, c'est étonnant. Et tout ce qui a été issu de la fouille, il a tout récupéré ? Alors peut-être pas tout, mais pas mal. Mais une bonne partie, quoi. Ouais. Alors il y a une autre pièce qui fait pas partie intégrante de l'expo, mais qui est en fait une pièce qui est toujours là au musée de Picardie, où sont présentés un certain nombre d'objets du legs Maignan, un peu, alors où il y a effectivement, si ma mémoire est bonne, une photo de l'atelier dont tu nous parlais avec tous ces objets, et cette pièce, elle fait un peu cabinet de curiosité, donc elle est toujours visible aussi pendant l'expo, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, tu sais, l'intention de notre projet dans cette exposition, c'était surtout de montrer des choses qui, à ce jour, sont en réserve. Donc, la plupart des œuvres de Maignan que l'on montrait déjà, on les a laissées là où elles sont. Et effectivement, le choix a été fait au moment de la rénovation du musée d'aménager comme une sorte de mur d'atelier de Maignan qui évoque en fait cette vision qui est un peu l'opposé de celle qui est dans les musées, qui est cette vision du collectionneur. C'est-à-dire le musée, il regroupe les œuvres par époque, par période, par civilisation, quand on parle de l'Antiquité. Le collectionneur, il s'en fiche de tout ça. En fait, il aménage les œuvres comme ça lui plaît. Et c'est hyper intéressant, en fait, de montrer dans un musée qui est le lieu par excellence où on classe les œuvres, de montrer dans un espace qu'on peut avoir un regard autre sur les œuvres et qu'on peut notamment s'amuser à reconstituer cette façon dont Maignan, lui, vivait avec ses œuvres. Et c'est ça qui est évoqué à travers ce mur d'atelier, ce cabinet de curiosité, dans lequel tu vas voir effectivement côte à côte des peintures de l'artiste, des peintures de son beau-père, Charles-Philippe Larivière, et aussi des objets grecs, égyptiens, romains, médiévaux, mérovingiens, d'Extrême-Orient, du monde islamique, du monde indien, etc. etc. Et donc on peut replonger dans l'univers de Maignan, en tout cas celui qu'il s'était construit quand il peignait. Tout à fait. Pierre, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de ce peintre de la Belle Époque qu'on peut découvrir ou redécouvrir au musée de Picardie. On se dit à très vite. À la prochaine, et merci beaucoup Marie pour cette émission. Avec plaisir. Benoît, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et de rien, c'est normal. Et puis, avant de se quitter, moi, je vais vous rappeler donc que l'exposition Albert Maignan, elle est visible au musée de Picardie jusqu'au 4 janvier 2026, que c'est le prix de l'entrée du musée, qu'il est gratuit
tous les premiers dimanches du mois, hein, n'oubliez pas. Absolument. Qu'il y a un certain nombre de visites et d'événements qui sont organisés autour de cette exposition. Vous pouvez en retrouver tous les détails sur le Facebook ou sur l'Instagram du musée de Picardie. Et puis, comme il me reste encore quelques petites secondes, on peut indiquer que l'exposition sur l'antépendium, la broderie des Ursulines, qui est toujours en fait visible au musée de Picardie, est prolongée jusqu'au 23 novembre. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'y aller vraiment, ne la manquez pas. Quant à moi, je vais vous souhaiter une belle après-midi culturelle. Et puis, on se retrouve samedi prochain. Restez avec nous sur Happiness.